quand j'arrive à la Cinémathèque de Jérusalem, je vois une sorte de muraille en face de moi et je demande à des gens qu'est-ce que c'est ça, comment ça s'appelle. Alors on me dit ça c'est la colline de Sion. Alors déjà pour moi sionisme, c'était pour moi une idéologie politique. Ça bouleverse beaucoup de choses. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le réalisateur Jean-Pierre Lido, qui a vécu une grande majorité de sa vie en Algérie et qui vit aujourd'hui en Israël. Il vient nous présenter son dernier film, Israël, le voyage interdit. On est ravis de l'accueillir. Jean-Pierre Lido, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. For one side of the building is the sea, from another side of the building is the West Bank and the mountains of Jerusalem. The thinnest point between the sea and the West Bank is something like 20 kilometers. It's a very small piece of land, and so you understand the whole conflict. Mon oncle maternel avait quitté l'Algérie en 1961. Ce n'est pas lui que j'avais boycotté, mais le pays qu'il avait choisi. Les retardataires. אבל יש להם משהו מאוד משפחתי, את שמה לב? On May 14, 1948, the day David Ben-Gurion declared the creation of the state. Synagogues were set afire, Jewish shops and houses were pillaged, and thousands of Aleppo's Jews were forced to flee the country. What bugs me really is, until today, that we didn't say goodbye properly. I really never thought that I wouldn't see him anymore. Il est Maxime. Tonton, il est mort en quelle année? Ça fait 7 ans, il est mort. J'ai jamais entendu à la télévision algérienne le mot Israël. Mentalement, quand quelque chose n'a jamais été nommé, elle n'existe pas. Ça devient un lieu interdit, absolument interdit. The legitimacy stems for Zionists from Jews having lived here for thousands of years. I don't think you can really reach peace unless they come to understand that Jews also have a right here. לעצמי ערבייה מוסלמית ישראלית גאה, ואין בה מלחמה, גם אלה שהרוויחו היו הרוגים. יאללה, די כבר, בוא נתקדם. C'est la plus ancienne synagogue du monde. Il n'y a aucun endroit où on peut se sentir plus juif qu'à l'endroit où je me trouve. The peace with the Palestinians, it is possible? Yeah. If it was not possible, I was not living here. I go with my heart. And I think everyone wants peace. Noël, quand on sera près de la tombe, je te donnerai la caméra. We always know that one day we come back. All the Jewish all over the world. Jewish culture managed to sustain the longing of Jews to their land. I would say if there's a characterization of the Jewish people, it's the people that defeat time. Je n'étais pas sûr d'avoir obtenu le pardon des miens, mais malgré 50 ans d'indifférence, on m'avait ouvert la porte. D'Israël, je dus vite l'admettre. Il y a des citrons qui tombent du ciel, papa. Je ne savais rien. Mais on est très content et très touché parce que ce film, d'abord, c'est une espèce de road movie, initiatique en 4 parties. Alors, c'est très très long parce que je crois qu'il y a 11 heures de pellicule. Alors, évidemment, on n'est pas assis dans son fauteuil pendant 11 heures au cinéma, mais c'est quand même un ovni un peu dans le paysage cinématographique. Oui, bon, dans l'histoire du cinéma, il y a eu des films... Il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a eu Shoah, 9h30, il y en a eu d'autres, oui. Bien sûr. Mais bon, ce film, quand même, est découpé en 4 parties. Israël, le voyage interdit, c'est le titre général. Chaque partie, c'est un titre. C'est Kippour, c'est Hanouka, c'est Purim, c'est Pessah, la dernière partie. Ce sont des films qu'on peut voir d'une manière indépendante les uns des autres. Et évidemment, c'est mieux de les voir dans la continuité parce que les personnages principaux de ce film, disons, se retrouvent d'un film à l'autre, d'une partie à l'autre. Et puis, le film, c'est un peu mon histoire, si vous voulez. Une histoire impressionnante, parce que vous avez vécu en Algérie, vous y êtes né et vous y êtes resté jusqu'en 1993. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas commun, on va dire. Et puis, à l'époque, pour vous, Israël, c'était pas du tout une
pas du tout envisageable ni d'y aller, ni d'en parler. Enfin, c'était pas votre truc, quoi. Oui, je pense, par la suite, si vous voulez, quand j'ai commencé à réfléchir, c'est-à-dire très, très, très tardivement, à propos d'Israël, j'avais déjà quitté l'Algérie en 1993 parce que j'étais menacé par les islamistes menacé de mort. Et puis, petit à petit, j'ai commencé tout doucement, d'un film à l'autre, à toucher un peu le problème juif, des petites séquences d'un film à l'autre, jusqu'au dernier, Algérie, histoire à ne pas dire, où il y a, sur 4 parties, il y en a une qui est entièrement consacrée aux Juifs, et notamment autour de l'assassinat de Raymond Lériste, le musicien juif de Constantine, qui a été tué, assassiné par le FLN, sans que le FLN le reconnaisse jusqu'à présent, qui a été assassiné en 1961. Le beau-père d'Enrico Macias, pour ceux qui ne le savent pas. Le beau-père, effectivement. Donc, si vous voulez, jusque-là, c'est-à-dire avant, quand j'étais en Algérie, on peut dire qu'Israël fait partie disons, des grands tabous. Même pour vous, quoi. Même vous. Et évidemment inclus, je suis. À partir du moment où je vis en Algérie, si je parle d'Israël, je m'exclus tout de suite. Soit on me met en prison, soit on me fait comprendre que j'ai plus ma place en Algérie. Donc ça, je le savais instinctivement, si vous voulez. Donc en fait, Israël, j'ai jamais été un militant, si on peut dire. Mais c'est plus que ne pas être militant. Vous étiez carrément, vous ne vouliez pas en entendre parler. Vous aviez un oncle très proche qui est parti vivre en Israël, et lorsqu'il est décédé, alors que vous l'aimiez énormément, vous n'êtes pas venu à son enterrement, non pas parce que vous étiez fâché, mais tout simplement parce que c'est en Israël. Donc ça va loin. Oui, d'autant plus que quand il est mort, quand il m'a proposé la première fois de venir, j'étais en fait, dans les années 70, j'étais étudiant de cinéma à Moscou. Et je lui avais répondu non, que je ne viendrais pas pour des raisons politiques. Par la suite, en 2004, quand il est mort, effectivement, là, j'aurais pu, parce que en fait, je n'habitais plus en Algérie, là, j'habitais en France. Et donc, il y avait ce blocage Israël. Ça restait encore un tabou dans ma tête. C'était quoi, un pays d'apartheid, un pays où les Arabes n'avaient pas leur place, où il y a un irrespect des droits de l'homme? C'était ça? En fait, je ne peux même pas dire que c'était ça, parce que, en fait, c'était vraiment un tabou, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne touche pas. Du tout. C'était pas pour moi. On s'approche même pas. On s'approche pas. J'ai jamais manifesté, même à Paris. Jamais manifesté dans des trucs anti-juifs, anti-Israël, etc. Non, c'était vraiment ma manière à moi. C'était d'étouffer complètement ce truc. Et pour la première fois, on peut dire, où j'ai commencé à être interpellé par ça, c'est quand mon film a été sélectionné au Festival de Jérusalem en 2008. Voilà, et jusque-là... Alors justement, ça c'est la grande aventure, parce que c'est la première fois que vous foulez la terre d'Israël. Oui. 2008, on se demande même comment vous avez accepté cette invitation du Festival international du film à Jérusalem. Bon, ça, c'était une année avant. En 2007, mon film était précédent, Algérie, histoire de ne pas dire ce film a été, je précise, interdit en Algérie. Et il a été interdit parce que vous vous posiez des questions sur pourquoi il n'y avait plus de multiculturalisme, on va dire, en Algérie. Pourquoi en 1962, 1 million de personnes sur 10, c'est beaucoup quand même, 1/10 de la population, a dû quitter précipitamment l'Algérie. C'était tous des non-musulmans. Pourquoi ça s'est passé? Ça, c'est une question aussi taboue. C'est-à-dire que tant que j'étais en Algérie, personne, moi inclus, ne pouvait aborder cette question d'une manière critique. Il a fallu donc que j'arrive en France en 1993, petit à petit, et de film en film, j'ai commencé à toucher un peu cette question pour terminer avec ce film, Algérie, histoire à ne pas dire, interdit. Non seulement interdit parce qu'on montre qu'on a massacré les non-musulmans du début de la guerre jusqu'à la fin de la guerre pour un but précis, les faire partir. Et que surtout, vous dites que le FLN ne s'est pas battu uniquement pour l'indépendance de l'Algérie, mais plutôt pour virer tout ce qui n'était pas musulman. Oui, c'était en fait une épuration ethnique qui ne disait pas son nom. Et en fait, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas dire tant qu'on existe, tant qu'on vit en Algérie. Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais pu aborder. Si vous voulez, mes deux tabous, c'était cette question et la question Israël. Donc, j'ai commencé par la plus facile, si vous voulez, celle-là.
Ouais. Et puis Israël, ça a été après. Bon, alors, Israël vous invite, finalement, vous acceptez, poussé par votre fille aussi, qui, je crois, s'interrogeait sur son identité juive. Elle se posait des questions. Oui, elle se posait des questions parce que, ce qu'elle m'a raconté par la suite, c'est-à-dire que d'un côté, elle savait qu'elle avait un côté juif, elle savait que son père était juif, elle savait qu'elle avait une grand-mère juive, qu'elle aimait beaucoup aussi, ma mère, et de l'autre, paraît-il, hein, c'est ce qu'elle dit, je disais à mes enfants, il faut pas, comment dirais-je, mélanger ou mettre sur le même plan les juifs et les sionistes. Voilà. Et donc, bien oui, parce que forcément, le Parti communiste auquel vous étiez adhérent pendant des années, je crois depuis 1966, oui. Ça laisse des traces. Ben oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, les communistes, comme les nationalistes arabes, comme les Arabes d'une manière générale, comme les partis politiques arabes, les militants politiques arabes, dans l'ensemble du monde arabe, et les communistes aussi, dans l'ensemble du monde arabe, épousaient en fait à peu près le même discours, c'est-à-dire que le sionisme, c'est quasiment un fascisme, les juifs donc sont illégitimes, hein, parce qu'ils ont été manipulés par les sionistes et ils occupent une terre qui ne leur appartient pas, et la seule différence entre les communistes et l'ensemble des militants politiques du monde arabe, les Arabes, c'est que les communistes disent, malgré tout, ils sont là, on doit faire avec. C'est-à-dire, alors que le monde arabe, jusqu'à présent, demandait la disparition totale d'Israël, ce que les communistes ne faisaient pas. Ils admettaient qu'Israël existe, c'est malheureux, mais il existe, on ne peut pas faire autrement. Alors, il y avait une petite différence qui n'est pas grande du tout, effectivement. Alors, je crois qu'on doit une fière chandelle à ce festival du film de Jérusalem, puisque à partir de 2008, premier voyage pour vous, Jean-Pierre Lidaud, ça change complètement la donne. Vous êtes fasciné par ce que vous découvrez. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux lors de votre premier voyage ? C'est surtout, je pense, cette question de la multiculturalité. C'est-à-dire que, vous savez, dans un festival, on n'a pas tellement le temps d'aller se balader ailleurs. Mais quand même, j'ai fait des petits tours autour, disons, de la Cinémathèque de Jérusalem. D'abord, quand j'arrive à la Cinémathèque de Jérusalem, je vois une sorte de muraille en face de moi et je demande à des gens, qu'est-ce que c'est ça ? Comment ça s'appelle ? Alors, on me dit, ça, c'est la colline de Sion. Alors déjà, pour moi, sionisme, c'était pour moi une idéologie politique. Et là, je prends d'une certaine manière conscience. Je ne dis pas que j'ai pris conscience de ça sur le moment même, hein, mais par la suite, j'ai compris qu'en fait, ce que l'on appelle le sionisme, c'est pas une idéologie. C'est en fait, d'abord, c'est un mouvement de libération qui prend racine dans une terre. La preuve, en face de la Cinémathèque, c'est la colline de Sion. C'est ça son nom original. Donc ça bouleverse beaucoup de choses. Quand j'ai vu dans la rue des noirs, des blancs, des rouges, des verts, etc., ils étaient tous juifs. Donc je me suis dit, alors que moi j'imaginais un peu les juifs d'Israël, un peu comme toujours dans les images. Des chapeaux noirs, et des chemises blanches. Alors ça aussi. Et après, quand je vais commencer à lire et tout ça, il y a des choses qui font basculer ma vie, un peu comme ça, je le dis dans le film d'ailleurs, c'est par exemple la question du mont du Temple. C'est-à-dire que jusque-là, avec la télé française, et tous les jours, c'était l'esplanade des mosquées. J'arrive devant cet endroit et on me dit, ça, c'est là où était le temple des Juifs depuis longtemps. Et alors là, évidemment, je comprends que les musulmans se sont mis par-dessus, en quelque sorte. Il y a une usurpation, tout simplement. Vous comprenez tout de suite l'usurpation. À partir du moment où j'ai... Vous commencez à lire, Quand j'ai quitté Israël après le festival, je dois dire que pendant 2 ans, je n'ai fait qu'une seule chose. J'ai lu des livres, voilà. D'ailleurs, je ne savais même pas... Je ne faisais pas des choix de noms, parce que je connaissais rien dans la littérature juive sur Israël. Littérature, ni au niveau religion, ni au niveau historique, rien. Surtout, je privilégiais l'histoire, parce que le judaïsme, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais aussi, je m'y intéressais. Et disons, l'histoire, oui, je me suis plongé pendant
disons 2 ans dans l'histoire. Et c'est comme ça que je découvre finalement que les Juifs, c'est un peuple qui a une histoire. Certes, elle est très longue, c'est pour ça que les gens ne la connaissent pas aussi, parce que les gens, ils se rappellent de ce qui s'est passé tout juste à la Deuxième Guerre mondiale, et avant, ils se rappellent même plus. Et là, c'est 3500 ans d'histoire, c'est effectivement un peu compliqué à retenir. Mais une fois que je prends conscience de ça, ma conception change complètement, d'autant plus que ça ne choquait pas tellement à l'époque encore, parce que j'étais encore peut-être au début encore un peu marxiste. Parce que le marxisme, entre autres, insiste beaucoup sur le côté libération, le côté de combat contre l'aliénation, libération nationale notamment. Donc moi j'ai fait partie des gens qui se sont battus pour l'indépendance du Vietnam, contre la guerre au Vietnam, etc. Et donc je me suis dit, voilà, tu t'es mobilisé sur la libération de tas de peuples dans le monde, mais ton peuple à toi, tu t'es pas mobilisé. Voilà, tu es absent. Voilà. Alors c'est ça qui a fait naître en vous le désir de vous lancer dans une aventure cinématographique pareille. C'est un voyage aussi pour vous, mais c'est ça qui a fait que ça a été déclencheur? Oui, bon, vous savez, quand on est cinéaste, on résout ses problèmes existentiels, personnels, avec le cinéma. Bon, en tout cas, pour moi, ça a toujours été comme ça. Presque tous mes études de cinéma à Moscou, je les ai faites dans une direction de la fiction. Okay. Quand je suis arrivé en Algérie, je m'estimais être un réalisateur de fiction. J'ai fait évidemment des documentaires, mais c'était la fiction. Et à partir du moment où je me retrouve en France et où je commence à utiliser le cinéma pour interroger ma propre histoire, à ce moment-là, je me suis dit non, la fiction, ça ne peut pas marcher, il faut que ce soit du documentaire, parce qu'il y a tellement de mythes et de choses fausses que si on fait un film de fiction, on va me dire oui, mais c'est parce que c'est de la fiction, tu arranges les choses, etc. Et donc, j'avais besoin de m'exprimer uniquement par le documentaire, et c'est ce que j'ai fait. Alors justement, Israël, le voyage interdit, produit par Ziva Postek et Nawel Film. Ziva Postek, pour ceux qui la connaissent, savent que c'est une monteuse, on peut dire, de légende, quoi, parce que franchement, elle a travaillé avec les plus grands réalisateurs, elle a travaillé avec Alain Resnais, avec Orson Welles, enfin, ça fait rêver. Et puis elle a surtout monté Shoah avec Claude Lanzmann, entre autres, parce qu'elle a aussi travaillé sur, je crois, Pourquoi Israël, de Claude Lanzmann. C'est fou quand même d'être accompagné par une pointure pareille, ça a dû être un cadeau pour vous. Ah oui. Non mais c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est une femme exceptionnelle qui s'est investie pour ce film, alors qu'elle me disait que quand elle a vécu, elle est née en Israël. Elle est partie à l'âge de 19 ans en France pour faire du cinéma. Ouais. Et après le film Shoah, elle est revenue en Israël, dans son pays, et elle est devenue réalisatrice. Elle a fait des films. Et elle pensait absolument plus revenir au montage. Et donc, avec moi, elle est revenue. Et c'était d'autant plus, disons, pas naturel, si je puis dire, puisque elle avait toujours travaillé avec la pellicule. Hein, les films, on les faisait avec la pellicule à l'époque. Ouais. Et donc, le montage se faisait sur une table de montage avec la pellicule. Et elle était habituée donc à ça. Et maintenant, le montage, c'est des ordinateurs, des trucs. Mais bon, elle s'y est faite. Alors, on a été obligé quand même de faire venir des assistants, des jeunes, qui manipulaient. Mais c'est elle avait sa manière de travailler le montage, c'est qu'elle regarde une dizaine de fois. Alors, ça exaspérait les assistants de regarder 10 fois le matériel. Et puis après, tout de suite, la séquence... Elle était organisée dans sa tête et elle dictait les plans un par un derrière, et on avait une séquence terminée. Alors c'est à cause d'elle que le film dure presque 9 heures, enfin 11 heures, pardon. Parce que Shoah c'était 9 heures, donc En tout cas, si vous voulez, elle a quand même une responsabilité assez importante. Ouais, Pourquoi ? Parce que, voilà, je vais vous dire, effectivement, au fur et à mesure que je tournais, je savais que j'allais... quand je suis arrivé à la fin, 250 heures. 250 heures de tournage. Au début, mais après, on a ajouté encore des images par-ci, par-là. Et je savais dans ma tête que ce film allait être très long, mais je n'osais pas me l'avouer à moi-même. Donc, c'est pour ça que vous l'avez découpé en 4 ? Non, avant ça même, je me disais, il faut faire peut-être le film, je vais essayer de faire un film de 4 heures. Je n'imaginais pas 11 heures. Et donc... Ziva, elle, quand elle a vu le matériel,
Elle a un sens très développé du rythme cinématographique et elle a compris tout de suite que ce n'est pas un film de 4 heures. Et c'est là, effectivement, que je me suis dirigé vers un découpage du film. J'ai écrit les scénarios des 4 films. Alors, on vous a mis, j'espère, en tout cas, l'eau à la bouche pour voir ce film qui est découpé en 4 parties en fonction du nom des fêtes juives principales. Pourquoi vous avez choisi de les nommer ainsi, ces parties ? Oui, pourquoi ? Parce que, en fait, ce que je venais de vous dire auparavant, ma grande découverte concernant Israël, c'est de comprendre que le peuple juif, que les Juifs, c'est un peuple qui a une histoire. Voilà. Et donc, je me suis dit, les titres. Il y avait le titre général, c'est le titre qui bien correspond sûr, Israël, à le mon voyage histoire. interdit, Correspond à mon histoire. Ouais, tout à fait. C'est le film le Israël que je me suis interdit. Maintenant, chaque film devait avoir un nom. Voilà, qui avait affaire à l'histoire. Alors, les gens croient que c'est une fête religieuse uniquement, et ils oublient que c'est exactement la date du deuxième don de la Torah, quand la première a échoué avec le veau d'or. C'est la deuxième, ça correspond. Hanouka, c'est clair que c'est national, c'est contre les Grecs. Purim, c'est l'histoire d'une extermination qui va échouer, voilà. Qui va échouer d'un peuple encore. Et d'ailleurs, c'est un texte extraordinaire, écrit, d'après ce qu'on dit, 4 siècles avant l'ère commune. Et c'est un texte qui dit tout sur les Juifs. C'est-à-dire que la racine de l'antisémitisme, c'est parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont différents. Voilà, c'est un texte extraordinaire. Et puis, Pessah, évidemment, la libération d'un peuple. Donc voilà, c'est tout à fait naturellement. Et les gens croient, quand on l'a montré en France, par exemple, croient que ils m'ont demandé, mais voilà. pourquoi c'est ça qui est important de préciser, parce que ça n'a rien à voir avec les fêtes. Enfin, votre film, quand même, un peu, mais je veux dire, c'est pas une histoire de la fête. On pourrait croire que lorsqu'on voit ça, on va parler. C'est vraiment un road movie initiatique où vous posez des questions. Enfin, vous tenez caméra, on vous voit pas, mais vous posez des questions, vous interrogez les gens, vous allez vous rencontrer des Arabes israéliens. Il y a vraiment de toutes sortes de personnages qui composent Israël. Oui, tout à fait. Non, mais quand même, si vous voulez, cette capacité du peuple juif à transformer, si vous voulez, son histoire en des dates et en des événements et en des rituels, qui sont souvent des rituels, d'ailleurs, ce qui m'a frappé, qui sont presque des rituels qui pourraient être des rituels pour enfants. Soukot, on se met dans une cabane, tous les enfants ont voulu faire une cabane. Ouais. Voilà, Pessah, alors c'est un récit pour les enfants. Ils sont là présents, ils sont inclus dans le récit, etc. Sûr, ouais. Donc ça, c'est cette capacité à, disons, synthétiser une histoire dans des dates très symboliques et avec un narratif, ça je trouve absolument superbe. Mmh. Bon, alors nous aussi, on va regarder, parce qu'on vous a donné peut-être envie d'y aller, on espère en tout cas, juste pour ceux qui voudraient ne pas rater les 4 parties, c'est possible. Ce qui est bien, c'est que ça s'étale au niveau de la diffusion, c'est diffusé dans les cinémathèques de Sderot, Holon, Herzliya, Rosh Pina, Jérusalem, Haïfa. La première a déjà eu lieu à Tel Aviv, mais les films sont rediffusés jusqu'en janvier. Je crois que c'est 3 fois chaque film à peu près. Non, à Tel Aviv, ils vont montrer les 4 parties 3 fois, soit 12 projections. Okay. À Haïfa, pour l'instant, au début, il y aura une. Il faut se renseigner alors, d'accord, il faut se renseigner sur les cinémathèques. À Jérusalem, ce sera 2 fois 4, les 4 parties 2 fois. Et s'il y a énormément de public, ils vont continuer, bien sûr. Quant aux autres que vous avez cités, les 4 autres, Holon, Sderot, etc., on est en contact avec eux, la programmation va être faite, elle n'est pas encore faite, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois qu'on aura terminé avec les cinémathèques, nous, notre projet, c'est de montrer le film le plus largement possible en Israël, c'est-à-dire de l'accompagner dans des kibbutz, à l'université, et puis aussi dans les centres culturels, là où il n'y a pas de cinémathèque. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie d'organiser une projection dans leur moshav, pourquoi pas dans leur communauté, c'est possible, vous êtes tout à fait partant. Vous voulez débattre peut-être même avec le public, parce qu'il y a beaucoup de gens de juifs d'Algérie en Israël. Non, mais là, je vous interromps tout de suite. Il n'y a pas que les juifs d'Algérie dans le film. Bien non. Sûr, On entre
Moi, j'entre en Israël, naturellement, par les Juifs d'Algérie. Donc, les Juifs d'Algérie sont présents dans la première partie. Et ensuite, la deuxième, j'élargis mon monde, en quelque sorte, aux Juifs du monde arabe que je méconnaissais totalement. Je ne savais pas l'histoire des Juifs d'Égypte, d'Irak, etc., etc. Donc, la deuxième partie, c'est ça. Et au fur et à mesure, la troisième partie, ce serait, disons, plutôt Israël aujourd'hui. Et puis, la quatrième partie, Pessah, c'est plutôt une interrogation sur l'identité d'un Juif ou l'identité du peuple juif. C'est quoi les Juifs? Voilà. Jusqu'à présent, les Juifs se posent cette question. Je ne crois pas qu'on va avoir la réponse de sitôt, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes ouvert au débat, vous avez envie de rencontrer les francophones d'Israël. Pas seulement les francophones. Et les pourquoi Israéliens aussi, bien sûr, parce que le film est diffusé en hébreu, en anglais, voilà. en français, comme... Voilà, mais en tout cas, vous êtes tout à fait ouvert à organiser d'autres projections, à faire voyager ce film. Oui, c'est ce qui nous intéresse. Nous, le film, on l'a terminé, on l'a fait. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la réaction des gens. Et c'est surtout ce que permet le cinéma. C'est-à-dire, le cinéma permet une rencontre avec un public et facilite la rencontre. Parce que le film, il dit déjà beaucoup de choses sur vous, sur le réalisateur, sur ceux qui ont fait le film. Et ensuite, nous, on aime découvrir les gens qui vont voir le film, parler avec eux, qui nous racontent leur histoire. Peut-être ça nous donnera l'envie de faire un autre film. Donc aujourd'hui, vous habitez en Israël? Oui, absolument. J'habite vous êtes là. À Tel Aviv. Donc je pense qu'à travers vous, vous pouvez donner mon mail si vous voulez, il n'y a pas de problème. On va le donner. Ce sera inscrit sous la vidéo. Comme ça, si vous avez envie de contacter Jean-Pierre Lido directement, ce sera possible. En tout cas, je répète, Kippour, Hanouka, Purim est d'ores et déjà sur les écrans, dans les cinémathèques. Vous pouvez vous renseigner pour avoir les horaires exacts en fonction de la ville où vous avez envie de voir le film. Voilà, bravo pour ce travail. Israël, le voyage interdit. On vous souhaite bonne chance. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde au rendez-vous. Voilà. Et notamment dans la dernière des projections à Tel Aviv, ce sera à la fin décembre, il y aura ma fille, Nawel. Qu'on voit dans le film. Qu'on voit dans le film, qui est le personnage principal après moi dans le film, qui sera là, qui viendra spécialement pour présenter cette dernière partie-là, qui est un peu, évidemment, comme la fin de tous les films, un peu l'apothéose. Voilà. Ok, alors voilà, on espère qu'on sera au rendez-vous. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour le travail. Ne serait-ce que pour Ziva, toute cette histoire qu'elle trimballe avec elle. En tout cas, ça doit être vraiment fantastique. Moi, je n'ai pas eu la chance de tout voir encore, mais j'espère que je vais le faire prochainement. En tout cas, merci et à très bientôt. Merci, à bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.